Vengeance, violence et souffrance de guerre en pays tchèque, 1914-1918. Je vais rester près de mon texte pour faciliter le travail de nos traducteurs. Alors, en introduction, longtemps, l'historiographie des pays tchèques a sous-estimé les phénomènes de violence et de souffrance de la population pour deux raisons contradictoires. Première raison, d'un côté, l'historiographie autrichienne ou allemande a émis des doutes sur la loyauté des troupes slaves, spécialement tchèques, et au-delà de la quasi-totalité de la population tchèque pendant la guerre. D'un autre côté, deuxième raison, la construction de l'État tchécoslovaque après 1918 s'est fondée sur la mise en valeur des exploits des légionnaires tchécoslovaques sur les fronts russes, français et italiens. Cette double occultation a fini par faire oublier les phénomènes de violence qu'a subi la population tchèque pendant la guerre. Dans la dialectique désormais classique de la contrainte ou du consentement à la violence, thématisée par l'historien américain George Moss, je crois que c'est la première fois qu'on prononce ce nom ici, la population tchèque paraissait avoir été plutôt épargnée. Son orientation vers les institutions et les partis démocratiques entre les deux guerres semblait confirmer le paradigme français ou anglais contre le paradigme de la population allemande, de la population italienne ou de la population autrichienne, hongroise, bulgare, qui aurait beaucoup souffert dans la guerre et aurait par conséquent, après la guerre, refusé la démocratie. La question de ma communication sera simple. La population tchèque de Bohême et de Moravie a-t-elle souffert de la brutalisation au sens de George Moss, terme qui a été traduit parfois en français par ensauvagement? Cette population donc a-t-elle souffert de la brutalisation de la Première Guerre mondiale? Pour essayer de répondre, je vous propose très classiquement à la française un plan en trois parties. D'abord, le silence organisé sur les violences de guerre. Ensuite, la réalité des violences de guerre, et enfin, la gestion mémorielle de la mémoire de ces violences de guerre. Pour commencer, le silence sur la violence ou les violences de guerre. D'abord, côté autrichien, le mythe de la douceur de vivre sous l'empire de François-Joseph, dont vous voyez ici les frontières, l'unanimisme supposé découlant du manifeste de François-Joseph, le 28 juillet 1914, à mes peuples, an meine Völker, l'absence de soulèvement pacifiste dans les régions de l'Empire, et spécialement dans les régions tchèques, tout cela alimentait le refus de réfléchir aux formes de brutalisation de la population tchèque pendant la guerre. Tous les peuples de l'Empire avaient été loyaux, et c'était tout, pas de débat. Cependant, les crimes de guerre de l'armée austro-hongroise perpétrés dès l'été 1914 contre les populations civiles des Slaves du Sud occultaient les autres formes de brutalisation. Les mesures prises contre les civils serbes considérés comme hostiles par le général Oskar Potiorek, c'est à lui seul un cas psychiatrique qui mériterait un examen. Il n'a pas de biographie en français et pourtant il la mérite. Je vous rappelle que précédemment, avant de devenir le commandant en chef de l'offensive contre la Serbie, il avait été responsable de la sécurité de François Ferdinand à Sarajevo, avec le succès que l'on connaît. Il y a donc dans le personnage même d'Oskar Potiorek une dimension de vengeance à ne pas négliger. Alors, ces mesures, qui sont bien connues, qui sont hors du champ de mon travail, on voit des soldats de l'armée austro-hongroise pendre, vous avez bien reconnu, des combattants. Ce sont des femmes en robe. Voilà la conception du rapport à la population civile de l'armée austro-hongroise dès le début de la guerre. Mais cela, ça concerne les populations des Slaves du Sud. Le caractère de vengeance personnelle du général Potiorek ne trouva pas immédiatement d'équivalent en Bohême et Moravie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Bohême et Moravie? C'est ce qu'on va voir. Après la guerre, les observateurs autrichiens avaient tout intérêt à construire le mythe paradoxal de la désertion généralisée des unités tchèques et le sabotage de l'effort de guerre par la population tchèque, pour expliquer l'effondrement de l'Empire. De manière à expliquer commodément cette défaite et
l'effondrement de ce si bel édifice qu'était l'Empire austro-hongrois. Ce qui permettait de taire le bellicisme des élites viennoises avant 1914, d'un véritable lobby militaire autour du personnage de Konrad von Hötzendorf, chef de l'état-major, ce qui permettait d'oublier aussi que, plutôt que des débats au Parlement, le Reichstag, a été suspendu dès le 13 mars 1914, plus de 3 mois avant la guerre. C'est plus commode, pensaient François-Joseph et Konrad von Hötzendorf, de faire la guerre sans Parlement et sans démocratie. À un moment où, en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, se sont déroulés dans les parlements des débats extrêmement intéressants sur le vote ou pas des crédits de guerre. Vote extrêmement structurant, notamment pour les oppositions de gauche, et cela de manière durable, avec la fondation d'un côté, en gros, d'un bloc socialiste ou travailliste, et de l'autre, un bloc qui deviendra, vers la fin de la guerre, le bloc communiste. Eh bien, tout cela, l'Empire d'Autriche-Hongrie se l'est épargné, puisqu'il n'y a pas de parlement pendant les 2 premières années de la guerre. C'est seulement à la mort de François-Joseph que Charles a le courage de rétablir un parlement qui fonctionnait très mal, mais qui fonctionnait. Alors, dès l'origine, la démocratie et les formes parlementaires avaient été court-circuitées par François-Joseph et l'état-major. C'était une première forme de brutalisation, par absence de consensus authentique, quand on sait qu'en France s'est construit à ce moment-là ce que l'on a appelé en français l'union sacrée. Il n'y a pas d'union sacrée en Autriche-Hongrie. À partir de ce moment-là, il était impossible d'exprimer une opposition à la guerre ou aux formes de la guerre, ou simplement de soulever des interrogations sur les buts de guerre. Les buts de guerre, en fait, ont été constamment submergés par une tendance, une propension de l'état-major et d'un grand nombre des élites autrichiennes à faire leur des perspectives pan-germanistes qui étaient plutôt à l'origine allemande. Alors, comment la Bohême et la Moravie se sont-elles insérées dans la guerre et dans l'effort de guerre? Depuis des décennies, la province de Bohême et sa petite cousine de la Moravie orientale, à l'est, cette province avait fourni des cadres loyaux à l'Autriche-Hongrie, mais peu nombreux. Non par incompétence ou analphabétisme, au contraire. La population de Bohême-Moravie avait le plus fort taux d'alphabétisation du monde en 1910, y compris devant la France des écoles de Jules Ferry, pour de lointaines raisons historiques et religieuses, en particulier le hussitisme et la concurrence entre cette espèce de protestantisme et le catholicisme en terre de Bohême, qui a permis une élévation de l'alphabétisation. Cette population bien formée pouvait déployer ses compétences dans le domaine économique et avait fait de la Bohême-Moravie l'atelier de l'Empire, contribuant pour 60% à la richesse de l'Empire en 1913. La puissante industrie de Bohême-Moravie fabriquait les canons Škoda. Ici, vous avez l'obusier Škoda de 380 mm. Alors, je suis désolé pour nos amis belges, mais ces canons très mal utilisés par l'armée austro-hongroise ont été récupérés par l'armée allemande et ont servi, j'en suis désolé pour nos amis belges, mais pour la destruction de Liège dès le début de la guerre. On peut citer aussi d'autres grands concerns, les fabriques de locomotives Kolben-Daniec, les autos Lorina Clement, ancêtres des Škoda, etc., etc. Mais ces talents tchèques étaient bridés dans leur expression politique et se représentaient dans la haute administration de l'Autriche-Hongrie et en particulier dans les postes de commandement de l'armée, à la différence peut-être de certains Slovènes, Potiorek était d'origine slovène, ou de certains Polonais de Galicie. Les Tchèques, en revanche, fournissaient des bataillons de fantassins, mais pas des officiers. Lorsque vous regardez les effectifs, si vous mettez ensemble les Allemands et les Hongrois constituant l'armée austro-hongroise, eh bien, ils sont une minorité par rapport à la piétaille, par rapport aux fantassins que représentaient l'ensemble des Slaves. J'y intègre les Roumains, même si ce ne sont pas des Slaves. Mais dans la structure de l'armée, ces Slaves restaient confinés dans des rôles subalternes. Dès le début de la guerre des Autrichiens n'était plus la guerre des Tchèques, après le moment d'unanimisme obligatoire. Pendant la guerre elle-même,
les phénomènes de censure, la répression policière, le mouchardage ont rendu difficile une compréhension par les Tchèques des ressorts, des étapes et des buts de la guerre. D'où la difficulté pour la population et les soldats tchèques de se sentir concernés par cette guerre, qui les amenait à tirer sur d'autres Slaves. Des Tchèques tirant sur des Serbes ou des Russes, c'était incompréhensible. Et cela aboutit à une lecture drôlatique de cette guerre, commencée dès 1912, mais poursuivie par toute une série de feuilletons suivant à ce roman emblématique et bien connu, Le brave soldat Schweik, qui dépeint les dysfonctionnements de l'armée austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, la vénération pour, et je passe à ma deuxième partie, après la guerre, la vénération pour les 80 à 100 000 légionnaires, si vous comptez aussi les femmes qui contribuaient à l'effort de guerre, notamment sous la forme d'infirmières. La vénération pour les 80 à 100 000 légionnaires qui ont combattu aux côtés des Alliés a fait passer au second plan les souffrances et les sacrifices des fantassins tchèques de l'armée austro-hongroise. D'autant que les prélèvements humains avaient été tragiquement lourds partout en Europe. Il n'y a pas d'exclusivité tchèque ni slovaque. Ce n'était que des souffrances, parmi beaucoup d'autres, de surcroît d'une armée défaite. Alors, en l'absence de combats sur le sol tchèque, la Bohême et la Moravie furent-elles épargnées par la guerre? Alors, rapide rappel des pertes militaires d'un côté et de l'autre du champ de bataille de cette guerre. Vous voyez que dans le cas de l'Autriche-Hongrie, c'est plutôt l'allié allemand qui a perdu énormément de combattants. Alors, on peut se demander si parmi les forces de l'Autriche-Hongrie, les Tchèques ont payé un tribut particulièrement lourd. Je vais vous donner la réponse. Le nombre de victimes par pays, et si on ajoute à la suite de l'exposé de mon prédécesseur, la grippe espagnole, eh bien vous voyez que les pertes de l'Autriche-Hongrie sont en phase avec les effectifs de population et en phase avec les effectifs engagés et de mobilisés. Donc il n'y a pas de particularité de ce point de vue-là. Les fronts ont épargné globalement le territoire tchèque, comme il a épargné d'ailleurs le territoire de l'Autriche. Le territoire de l'Autriche, proprement dit, n'a pas subi, il n'y a pas eu de guerre de tranchées, il n'y a pas eu de bombardement sur le territoire autrichien, pas plus que sur le territoire tchèque. Alors, comment les Tchèques ont-ils été impliqués dans la guerre, autrement que par l'effort de guerre que l'on a vu par l'industrie? Eh bien, la mobilisation, pour commencer, elle a été, vous voyez, en termes de nombre, convenable, mais sans plus. Remarquez que, par exemple, par rapport à la ressource humaine de l'Autriche-Hongrie, le nombre de mobilisés, le nombre de combattants est relativement faible par rapport, bon, évidemment à la Serbie, c'est bien connu, mais même par rapport à la France est capable d'aligner un nombre supérieur de combattants par rapport à l'Autriche-Hongrie, alors même que l'Autriche-Hongrie a 50% de population de plus. Bon, ça vient de ce que l'état-major austro-hongrois n'avait qu'une confiance très moyenne dans les armées, dans les fantassins slaves. La mobilisation s'est déroulée en termes de qualité, pas seulement en termes de quantité, sans difficulté. Les hommes se sont rendus dans les casernes conformément aux ordres. Néanmoins, dans ses mémoires de guerre, Masaryk, dont j'ai écrit la biographie, note que les conscrits austro-hongrois, lui, il était en vacances en Allemagne, pour un nationaliste tchèque, soi-disant, c'est un peu particulier. Revenant d'Allemagne, donc, Masaryk note que les conscrits austro-hongrois offraient le triste spectacle d'une alcoolisation généralisée dans les trains les menant à la caserne, tandis que les soldats allemands, eux, qui faisaient le voyage inverse, en Allemagne, étaient bien plus sobres et disciplinés, peut-être parce qu'ils avaient une conscience plus claire des buts de guerre. Pour Masaryk, c'était le signe d'une guerre au but incompris et non partagé dès le départ. La guerre fut menée dans l'armée austro-hongroise en allemand, langue du commandement de l'armée austro-hongroise. Ce fut la deuxième violence infligée contre les soldats slaves de l'armée austro-hongroise. Et à ce sujet se pose la question de la loyauté de ces unités qui comprenaient mal les ordres, sont battus tout à fait, avec un courage tout à fait ordinaire sur les fronts où ils étaient engagés, ici par exemple sur la Piave à partir de 1915. Je crois que le nom de l'historien, jeune historien autrichien Richard Lane a été cité hier. Richard Lane, à la différence de beaucoup d'autres historiens allemands ou autrichiens antérieurs, est allé, lui, travailler dans les archives de l'état-major en particulier, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé avec les unités tchèques, notamment sur le front de l'Est. Le 28e régiment de Prague et le régiment de Plzeň
comment se faisait-il que beaucoup de leurs combattants, de leurs fantassins, s'étaient retrouvés prisonniers? Et Richard Lane, je rappelle, c'est un historien autrichien, pas français ou italien ou anglais. Bon. Richard Lane fait de l'incompréhension linguistique la cause principale de l'échec dans le commandement des troupes slaves de l'armée austro-hongroise. Il en résulta des captures massives de prisonniers slaves qui ont été interprétés par les Autrichiens dès le temps de la guerre comme des désertions, ce qui a légitimé une violence accrue contre les soldats slaves et, par suite, contre la population civile, contre la population tchèque. Ces rétorsions, ces violences, elles sont apparues dans les réquisitions. Les réquisitions, bien vous en voyez les chiffres ici, plus qu'aucune autre, la province de Bohême-Moravie a subi les réquisitions alimentaires. Vous voyez que les chiffres comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais lorsque l'on prélève, vous voyez le chiffre pour la Bohême et la Moravie, en pourcentage de la capacité. Quand on est à presque 200, ça veut dire que non seulement l'armée austro-hongroise prélève le veau, mais elle prélève aussi la vache, ce qui signifie qu'au bout de 2 ou 3 ans, il n'y a plus de cheptel. Et on est arrivé à des situations en Bohême et Moravie où la phrase « mourir de faim » n'est pas une expression littéraire, 30 000 morts. 30 000 Tchèques sont morts pendant la guerre de faim dans le pays sans combattre. Alors, la ration alimentaire par habitant s'est effondrée dès le début de la guerre. Les réquisitions au profit de l'armée austro-hongroise ont tourné à la tragédie dans les 2 dernières années de la guerre, car en l'absence, et il faut essayer de trouver une explication, je ne crois pas que l'armée française ou britannique soit beaucoup plus humaniste de ce point de vue-là. Mais pourquoi la France et l'Angleterre ont continué, les habitants de la France et de l'Angleterre ont continué à manger? La grande différence, c'est l'absence d'un empire colonial outre-mer pour l'Empire d'Autriche-Hongrie. Les ressources disponibles étaient rares et elles étaient dirigées en priorité, il y a une certaine logique là-dedans, vers les besoins de l'armée. La militarisation de l'économie s'est poursuivie par les prélèvements dans la production industrielle, la transformation des usines en fabriques de munitions, et puis l'installation de commandos militaires à la tête des entreprises, venant doubler le commandement civil. Et la majeure partie de l'économie industrielle de la Bohême et Moravie fut tournée vers la production de guerre. On peut citer le nom de l'entrepreneur morave Batia, qui fournissait les chaussures de l'armée austro-hongroise. On pourrait citer encore beaucoup d'autres exemples. Je voudrais m'arrêter sur le cas du banquier Jaroslav Price, patron de la Živnobanka, Živnostenska Banka, c'est-à-dire la plus grande banque avant la Première Guerre mondiale en pays tchèque. Je vous rappelle que c'est 60% de la richesse de l'Empire. Donc vous imaginez l'argent, les capitaux disponibles. Évidemment, ça devait être la ressource pour les emprunts de guerre. Or, sollicité par le gouvernement de Vienne, Jaroslav Price, à la tête de la plus grande banque tchèque, dès 1915, refuse de placer les emprunts de guerre. Ce qui, évidemment, par rapport à la situation en Allemagne ou en France, est une catastrophe. Quelle est la réaction de la police et de l'administration austro-hongroise? Eh bien, le plus grand banquier, les communistes diraient le plus grand capitaliste avec un grand K, est enfermé, mis en prison, interné sans jugement, et il reste croupir dans les geôles plusieurs années pendant la guerre. Alors cette violence contre les milieux d'affaires, un peu inattendue à vrai dire, fut extrêmement contre-productive et accéléra le détachement de l'opinion publique à l'égard des autorités austro-hongroises. Et les Tchèques se sont en pleine guerre, en 1914-1915, cotisés pour acheter du bronze. Vous imaginez ce qu'on peut faire du bronze en temps de guerre? Plutôt des canons. Ce monument que vous trouvez sur la place de la Veille-Ville à Prague pèse 60 tonnes de bronze qui ont été détournées d'une construction de canons. Ça a servi à construire ce monument à Jan Hus. Il n'est pas besoin de vous rappeler que Jan Hus, c'est une espèce de symbole du protestantisme directement opposé à la dynastie catholique des Habsbourg. Donc une espèce de résistance sourde de la part de la population. Un autre accélérateur du détachement de l'opinion publique tchèque fut l'exécution des premiers civils aux voix dissonantes, en l'occurrence ici Slavomir Kratochvil, pendu à l'automne 1914 pour des articles tenus pour démoralisateurs par les autorités austro-hongroises. Ce fut le début de la constitution de réseaux alternatifs à la fin de l'année 1914, avec en particulier le départ en exil de Masaryk,
qui peut être un des derniers Tchèques, des hommes politiques tchèques. Il était professeur de philosophie à l'université, député au Reichsrat et à la Diète de Bohême. Il est un des derniers à se rallier à l'idée d'une alternative à l'Autriche-Hongrie par la destruction de l'Autriche-Hongrie. Il est rejoint par Beneš, le deuxième monsieur que vous voyez au centre, et puis par le Slovaque Štefanik. À eux trois, ils forment l'exil tchécoslovaque qui, dans le courant de la guerre, en France et en Angleterre, puis en Russie et en Amérique, ont convaincu les Alliés de la justesse de l'engagement aux côtés des Tchèques et des Slovaques. Alors, là, les étapes de la reconnaissance, c'est par exemple la constitution de la Légion tchécoslovaque en France, 9500 combattants, 11 000 inscrits au total, avec les femmes infirmières, en Italie, et puis sur le front russe, avec les prisonniers russes en quantité massive, plus de 60 000 soldats au total, eh bien, des légions organisées par le général slovaque Štefanik sont retournées contre l'Autriche-Hongrie, avec notamment une bataille restée fameuse, la bataille de Zborov, en Ukraine. Et puis, le caractère fameux de cet engagement est magnifié, célébré, transformé presque en un mythe et une légende. Les trains blindés tchécoslovaques sillonnant le transsibérien jusqu'à Vladivostok. Tout cela fait partie non seulement des mythes, mais aussi de l'apport des Tchécoslovaques aux Alliés dans le courant de la guerre. Et à vrai dire, les Alliés ont été bien contents de trouver des Tchécoslovaques pour faire, si je puis dire, le sale travail, le sale boulot contre les bolcheviks à la fin de la guerre, et même un peu après, jusqu'en 1920. Alors, face au succès bien connu à Vienne des Tchèques et des Slovaques, les représailles s'intensifient. Et je ne prendrai que 3 exemples. Le premier, c'est à Prostějov, le 26 avril 1917. Une foule de femmes et d'enfants affamés traverse la ville pour aller à la rencontre du sous-préfet pour lui demander à manger tout simplement. Le sous-préfet prend l'initiative de faire tirer sur la foule de femmes et d'enfants et à l'arrivée, 23 morts. Alors, je crois que c'est absolument unique. Je n'ai pas trouvé d'autres exemples en Europe, ni en Angleterre, ni en France, ni en Allemagne, ni en Italie. Pendant la guerre, on a tiré contre la population civile. J'ai dit les exactions de l'armée austro-hongroise contre les Serbes, mais après tout, c'était une population étrangère. C'est affreux. On a vu hier le cas des Belges. C'est une population étrangère. Là, ici, c'est une unité de l'armée austro-hongroise qui tire contre une population austro-hongroise, en l'occurrence tchèque. 23 morts. Autre exemple. Alors, je ne rentre pas dans les détails des âges des enfants. Bon. À Pardubice, l'année suivante, le lieu de la fusillade, je suis allé regarder de très près. Le meilleur des historiens de la période, et un ami, Ivan Chedivi, professeur à l'université Charles à Prague, affirme, il suffit de regarder le dernier mot de ma proposition de traduction, considère que c'est un épisode historique. Qu'est-ce qui se passe? À Pardubice, un train rempli de speck, de victuailles, de cochonailles, de charcuterie, avec une locomotive et 10 wagons, part pour l'Allemagne. Des femmes se couchent sur la voie ferrée à l'entrée de la gare de Pardubice et le commandant de l'unité demande des ordres à Prague au gouverneur Koudenov. Koudenov, l'oncle de Koudenov-Kalergi, c'est la même famille. Il demande des ordres par téléphone, et j'ai vérifié, le téléphone le plus proche à l'époque était à la gare, à 1200 mètres de là, aller-retour, 3 quarts d'heure. On n'est pas dans une situation d'hystérie, on est vraiment dans une situation d'une politique de représailles contre une population. Le tout est aggravé par le fait que la troupe est constituée de soldats hongrois. Vous voyez toutes les tensions antérieures à la guerre qui éclatent dans le courant de la guerre. Alors, 3 morts, d'âge sans rapport avec l'âge habituel des révolutionnaires. Je vais passer sous silence un autre exemple d'un accident industriel qui a fait 300 morts. Le gouvernement autrichien de Vienne n'a reconnu au total que 13 morts. Ça aussi, c'est une forme de violence. Mais je passe sous silence, j'en suis désolé, je suis allé vérifier sur place, notamment à la chapelle du cimetière de Bolevec, c'est une banlieue de Plzeň, une usine
Škoda qui fabriquait des armements et qui a explosé, donc faisant 300 morts. Il y a 242 cadavres qui sont retrouvés immédiatement, et puis les autres qui entrent dans la logique de la brutalisation par la chosification des corps, la réification des corps, et qui sont oubliés, niés par le gouvernement austro-hongrois. Je fais défiler les images. Voilà. La chapelle du cimetière qui n'est construite qu'après la guerre. Et l'intérieur de la chapelle en question, ça arrive. Oui. Ça ne tourne plus. Ça va venir. Bon, j'en profite pour vous donner ma troisième partie conclusive. Les pertes tchèques sont relativement bien stabilisées. Disons, pour dire vite les choses, moins de 5% des tués sont morts dans la tenue de légionnaires du côté des Alliés. Le souvenir, l'organisation de la mémoire des combattants ne se fait pas en fonction des 95% de tués du côté de l'Autriche-Hongrie. J'intègre les captifs, ce n'est pas directement la faute du gouvernement de Vienne s'il y a des morts dans les camps, notamment en Russie. Et puis la famine, mais même s'ils sont morts pour des raisons autres que la guerre directe. Au total, sur les pas loin de 200 000 morts, environ moins de 5% sont morts du côté des Alliés. Alors, comment s'est organisée la mémoire ? Eh bien, je crois que le rapprochement de ces photos parle suffisamment. Il y a dans les villes de Bohême et de Moravie des monuments aux morts, mais ils sont très discrets et ne distinguent pas de quel côté se trouvaient les combattants, et cela depuis l'entre-deux-guerres. En revanche, il y a une magnificence dans l'organisation de la mémoire, du souvenir des légionnaires. Vous avez par exemple au château de Prague, la photo de gauche, un monolithe de 16 mètres de haut qui a été rénové depuis 1989 à l'initiative du président Havel, qui commémore le souvenir de ces combattants. Aucune trace des près de 200 000 autres qui sont morts de l'autre côté. Et puis à droite, vous avez des photos de la nécropole qui se trouve à Vouziers et qui disent aussi comment le souvenir est organisé sur les territoires étrangers, que ce soit en Russie, en Italie ou surtout en France. J'en arrive à la conclusion. Le cas tchécoslovaque fournit deux idées originales sur la Première Guerre mondiale. D'une part, la population tchèque a subi des formes de violence de la part des autorités austro-hongroises inédites ailleurs. L'armée a tiré à plusieurs reprises sur la population civile du pays, ce qui ne s'est jamais produit ni en France, ni en Allemagne, ni en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. Ces épisodes ne sont pas des phénomènes hystériques, mais entrent bien dans une logique de vengeance anti-slave, d'autant plus aggravée que la guerre échappait à ses instigateurs en 1917 et 1918, années où se sont produites les pires atrocités contre les civils de l'arrière. D'autre part, la population tchèque fournit un contre-exemple de la brutalisation des sociétés européennes. Elle n'a pas sombré dans les violences politiques typiques de la continuation de la guerre dans les têtes bien écrites dans le cas allemand des années 20. La société tchèque a donc plutôt fonctionné selon le paradigme pacifiste français ou anglais, celui d'un apprentissage de la démocratie et du pacifisme, ces valeurs qui s'effondrèrent en 1918 et ces valeurs dont la grande étape est le livre que vous avez ici en photo, écrit par Masaryk qui, en 1918, dit pourquoi cette guerre a un sens. Contre l'idée habituelle que la guerre est insensée, Masaryk explique à ses combattants, le livre est dédié aux légionnaires, pourquoi il fallait faire la guerre. Et j'ai le plaisir d'offrir ce livre à M. Luc Lévy à destination de la médiathèque de l'Institut français. Voilà, je vous remercie pour votre attention.